Oui, c'est possible. Non, c'est à Venise, à la fondation Guggenheim. Hein, parce que cette collection Mattioli, qui justement accumulait les œuvres futuristes, était une fondation privée, n'est-ce pas, qu'on pouvait visiter. Moi, je l'ai visité à Milan. Oui, mais elle a été déposée, elle n'est pas donnée, elle est déposée à Venise, à la fondation Guggenheim. Donc, si vous voulez voir des futuristes, eh bien, vous allez à Venise, et puis en passant, vous allez à la fondation Guggenheim, et vous verrez les œuvres futuristes. J'ai rectifié un peu partout, mais vous verrez dans des ouvrages, c'est encore indiqué, parce que cette fondation Guggenheim, il y a peu de temps que c'est ouvert. Voilà, et que la collection Mattioli, surtout, y a été déposée. Alors, ça, c'est le fameux passage de Mercure. Vous avez entendu parler de ça quand vous étiez au lycée ou au collège. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a découvert Mercure, c'est-à-dire en regardant une tache solaire et puis en voyant qu'il y avait un petit point qui se déplaçait, parce que Mercure, on ne peut pas le voir. Enfin, on peut le voir maintenant, bien sûr, avec tous les instruments de la modernité, télescope, etc., tout ce que vous voulez, mais Mercure est tellement proche du Soleil qu'avec les instruments usuels, on ne peut pas le voir, parce que sinon on se brûle les yeux ou quelque chose comme ça. Donc on a pu le voir simplement par l'ombre projetée de Mercure sur un écran. Et cet événement qui fait qu'on voit Mercure se déplacer autour du Soleil, qui est la planète la plus proche du Soleil, n'est-ce pas, eh bien, s'appelle le passage de Mercure. Donc, ce que peint ici Balla, et auquel il donne le titre, Mercure passe devant le Soleil, vu au télescope, Venise, Fondation Guggenheim, ça date de 1914. Eh bien, ça, c'est un moment, si vous voulez, du dynamisme universel, avec les rayons du Soleil qui s'envoient dans toutes les directions. Le Soleil lui-même qui n'est pas fixe, voyez, qui lui décrit une orbite, enfin apparente par rapport à nous, et vrai aussi par rapport au dynamisme universel. Donc c'est un instant du dynamisme universel qu'il veut fixer. D'ailleurs, c'est exactement dans le programme. Nous voulons fixer un moment du dynamisme universel. Donc c'est comme cela qu'il faut voir les choses. Donc, vous voyez, en plus, Balla, je le signale d'ailleurs pour l'instant, c'est parmi les peintres futuristes celui qui ira le plus loin dans l'abstraction. C'est-à-dire, dans le fond, enfin, je ne peux pas dire la non-figuration, c'est pas exactement vrai, mais ça peut passer pour un tableau non-figuratif, après tout. S'il n'y avait pas le titre, qu'est-ce qu'on voit? Des assemblages de courbes, de couleurs, bon, après tout, pour identifier que ça représente le passage de Mercure devant le Soleil, tiens. Ah, qu'est-ce que c'est bien. J'avais jamais découvert cette petite chose-là. Bon, alors le plus beau dans cette affaire, mais j'arrive plus à le retrouver, c'est qu'il y a un petit point noir qui se balade devant le Soleil et que peut-être à cause de l'inexactitude de la photographie, on n'arrive pas à voir. Bon, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, si! Il est là. Il est là. Vous voyez un point noir, si vous voulez, qui se déplace devant le Soleil, là, et donc c'est le passage de Mercure. Et il faut le savoir, on dirait les jeux qu'on donne aux enfants, chercher Mercure. Russolo, 1913. C'est à Paris, vous devriez le savoir, ça, c'est au Musée national d'art moderne, ça s'appelle Dynamisme d'une automobile. Et vous voyez que, bon, c'est pas la peine de vous faire un dessin, si j'ose dire. Le dynamisme de l'automobile, il est traduit, si vous voulez, comme une espèce de fusée, ou comme... Là encore, l'image, c'est la métonymie, bien sûr, qui est utilisée par les futuristes. C'est-à-dire comme si les traves d'un bateau qui laisse exactement ça, comme s'il y avait cette pénétration, si vous voulez,
des couches. Voilà, c'est une automobile, il n'en reste plus grand-chose, on ne voit pas. C'est une automobile fusée. L'automobile est l'héroïne du... Si vous avez l'occasion de lire le manifeste du futuriste de Marinetti, ça commence par un apologue où les futuristes sont en train de rêver comme ça, sous... des lumières plus ou moins décadentes, etc. Hein. Et tout d'un coup, Marinetti se lève, il disait « Allons-y », etc. Et ils partent tous ensemble, ils partent dans la nuit à bord d'une bagnole, à fond la caisse, vous voyez, James Dean de l'époque, et tout d'un coup, ils terrorisent tout le monde, les frileux, bien sûr, c'est ceux qui restent d'une certaine manière, qui se réfugient dans les maisons pour éviter le bolide, n'est-ce pas? Puis tout d'un coup, boum, ça finit en catastrophe, c'est-à-dire que la bagnole, elle tombe dans un fossé, il tombe dans la boue, la bagnole, elle perd toute sa carrosserie, il reste que l'essentiel, le moteur et de quoi, et la carcasse, enfin... Et ils remontent dedans et ils repartent dans la nuit, tout enduit de boue noire, qui est la boue régénératrice, si vous voulez, la boue primitive en quelque sorte, que le Marinetti compare d'ailleurs avec le sein noir de sa nourrice soudanaise. Parce que Marinetti est né à Alexandrie, n'est-ce pas, en Égypte, et il avait une nounou qui était noire. Peut-être qu'il en a gardé un souvenir tel qu'après il a martyrisé sa mère, tout au moins en peinture, parce que sinon il a vécu avec elle. Voilà. Alors, dynamisme d'une automobile, c'est super. Super parce que, si vous voulez, il y a non seulement la forme dans cette affaire-là, avec ses formes aiguës, vous voyez, ça pénètre, mais pas avec des ondes molles, c'est véritablement comme une flèche qui s'enfonce dans l'espace, mais si vous voyez bien, il y a du bruit dans cette affaire-là. Il y a du bruit parce qu'il y a des équivalents, des équivalents plastiques dans cette peinture, c'est-à-dire que ce rouge, il connote quelque chose de violent, de fort, etc. Et d'ailleurs, il y a un manifeste de Carin qui s'appelle « La peinture des bruits, des sons et des odeurs ». C'est-à-dire qu'il y a des équivalents plastiques, les bruits, les sons, les odeurs et bien entendu les couleurs. Donc ces couleurs-là, elles expriment des choses. Et un autre peintre d'ailleurs de la série, qui est Russolo, c'est Russolo, là j'ai dit que c'était Cara, je dis n'importe quoi, Russolo qui est musicien lui aussi. Et musicien qui a créé un instrument de musique que j'ai pu voir fonctionner à la Sorbonne, c'était du toc d'ailleurs, parce qu'ils avaient reconstruit l'intor a rumori, c'est-à-dire cet instrument à faire des bruits, un bruiteur, un bruit, c'était l'ancêtre du bruitisme de la musique concrète, si vous voulez. Et ils l'ont reconstitué, ils l'ont montré à la Sorbonne, et ils passaient un disque en même temps, une bande magnétique qui faisait les bruits absolument épouvantables d'ailleurs que faisait cet instrument-là, parce que bien entendu, ça ne pouvait pas être harmonieux, un concert futuriste, hein, c'était un concert bruitiste. Et donc, dans ce domaine-là, bien entendu, les futuristes italiens ont innové sur la musique concrète. La musique concrète, il faut attendre surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je veux dire, Russolo en particulier, que vous voyez ici, avait de l'avance. Et bien entendu, lorsqu'il oppose ces bleus et ces rouges et ces jaunes, qui sont, je vous le ferai remarquer, les trois couleurs primaires, il les affronte de manière violente et sonore, d'une certaine manière. Toujours dans cette idée du dynamisme, vous avez Boccioni, dynamisme d'un cycliste, toujours 1913, Boccioni, Umberto Boccioni, dynamisme d'un cycliste. Je ne sais pas si je l'ai mis celle-là dans la liste, parce que, vous savez, c'est pas pour me vanter si j'ose dire, mais c'est vraiment beaucoup de boulot pour organiser ces trucs-là, ça prend un temps infini. Pour l'organisation, simplement, le reste, je veux dire, ça fait 40 ans que j'enseigne ça, j'ai pas beaucoup j'ai pas de difficultés
impérieuse, il est marqué, bon, c'est très bien. Donc, ce que vous voyez, c'est la manière... Alors, ça, ce qu'on pourrait évoquer, si vous voulez, à propos de ce dynamisme d'un cycliste, vous voyez que le corps humain est devenu lui-même une machine, d'une certaine manière, après tout, c'est l'idéal pour un futuriste. C'est que la machine est tellement omniprésente, tellement signe de modernité, qu'elle va se confondre, n'est-ce pas, avec les corps. Mais pour ceux qui sont, comme moi, parmi vous, grands amateurs de Jarry, ils se rappelleront que Jarry a écrit une œuvre qui s'appelle Le Surmale, et Le Surmale, c'est l'histoire d'une course au travers de la planète où il y a des triplettes, des quadruplettes, etc. Et les gens font une course, si vous voulez, parce qu'ils veulent arriver, bien sûr, comme dans chaque course, le premier. Et ils pédalent, et ils finissent, si vous voulez, par faire un avec leur bicyclette. Et ils font tellement un avec leur bicyclette que de temps en temps, il y en a un sur une quadruplette, admettons, meurt, et ils continuent à pédaler quand même mort, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, Jarry et les futuristes, c'est pas loin. Jarry, on voit la filiation. Jarry est futuriste, dadaïste. Et les véritables ancêtres des dadaïstes, c'est bien entendu, je le proclame ici devant témoins, c'est les futuristes italiens et pas autre chose. Je parle des dadaïstes. Si vous voulez, simplement, les dadaïstes, on raconte toujours que le dadaïsme, ça a commencé avec la guerre de 14. Oui, la fondation de Dada, stricto sensu, par Zara, flûte. Zara. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que j'arrive plus à... En plus, Tristan Tzara, je veux dire, il fallait le faire, hein, l'allitération. C'est un nom dadaïste et futuriste. Parce que les onomatopées, ils aimaient beaucoup les futuristes. Donc, vous voyez cette espèce de fusion entre le corps humain et la bicyclette. La bicyclette, c'est un instrument de choix pour les futuristes. Bien sûr, la bagnole par-dessus tout, mais la bicyclette aussi. Quand la guerre de 14 va se déclencher et qu'ils vont s'engager tous, ou presque tous, hélas, pour au moins deux d'entre eux, Santelli, l'architecte, et Boccioni, qui vont mourir, mais Marinetti s'est engagé, il a été blessé d'ailleurs, c'était pas pour la frime, complètement, enfin bon, pas pour la frime. Cara va être gazé gravement, donc vous voyez, ils ont quand même pas simplement appelé les autres, c'était pas armons-nous et partez, hein, c'est qu'ils sont vraiment engagés. Et Marinetti s'est engagé dans un bataillon de chasseurs cyclistes, parce que la bicyclette était une des grandes forces de l'armée italienne à l'époque. Il ne faut pas rigoler parce que nous, en 1939, nous y allions avec des chevaux, et puis les Polonais aussi. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser, si j'ose dire, parce que les futuristes, eux, ils pavoisaient beaucoup en effet. Donc, bon, est-ce que vous avez besoin d'autres renseignements? Je crois que c'est assez clair, je veux dire, c'est véritablement un autre stade, si vous voulez, de cette idée futurisme, du dynamisme, c'est cette espèce de, encore une fois, concrétion entre les complémentarités, hein, mais plus qu'une... c'est véritablement une fusion entre l'homme et la machine. C'est l'homme-machine, et cette idée de l'homme-machine, encore une fois, c'est Jarry qui l'a eu, et naturellement, Marinetti était un grand lecteur de Jarry, il le connaissait d'ailleurs, il s'était rencontré dans l'hiver, il était très lancé dans la société parisienne, hein, Marinetti, bien sûr, il lisait des poèmes dans les bonnes soirées. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est Apollinaire dans Récite des beaux vers dans les bonnes soirées. Ses feux et ses cachets m'y rapportent chacun ce qu'un poète gagne en 50 000 ans. C'est dans les mamelles de Tirésias. Donc, le dynamisme sous sa forme un peu plus symbolique, si vous voulez, mais vous savez, il n'y a qu'une nuance petite,
mais quand même intéressante. Vous voyez, encore de Russolo, vous voyez le rapport qu'on peut faire avec le dynamisme d'une automobile. Et bien là, c'est là un tableau qui s'appelle La Révolte. Et la révolte, eh ben, vous voyez que cette foule comme ça, qui se précipite en avant, précédée d'ailleurs par des ondes, elle n'est pas suivie par les ondes, elle est précédée, elle fait du vent, si j'ose dire, elle envoie des forces, ces forces qui sont matérialisées par ces flèches rouges comme ça, c'est rouge, rossissimo, bien entendu, et bien entendu l'allusion politique, elle est là. Hein, donc, fascisme, il n'en est pas question à cette époque-là. Les futuristes italiens, ils sont véritablement du côté de l'ultra-gauche, puisque encore une fois, de gauche modérée, il y en a guère en Italie, sinon une espèce de vague centre-gauche qui serait un radicalisme édulcoré. Voilà. Ils sont comme les radicaux français, d'ailleurs, ils sont très anticléricaux. Enfin, je veux dire, les radicaux de l'époque. Hein. Maintenant, il y a des radicaux de toute espèce, donc, bon, c'est autre chose. Donc, la révolte. Alors, une belle chose, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup, pour vous dire quand même que, hein, bon, alors, c'est drôle parce que on n'est pas encore en 1917. Et quand on regarde cette œuvre-là, on se demande si ça n'a rien à voir avec les slogans qu'on trouvait quand on allait se balader dans les républiques socialistes, au-delà du rideau de fer, comme on disait, et qu'on voyait un peu sur toutes les places. Et alors, on a ici quelque chose qui, bien entendu, évoque absolument la faucille et le marteau. Or, cette œuvre-ci, encore une fois, qui joue sur cette ambiguïté, bien entendu, hein, elle a un titre, et c'est « Ligne force du point de Boccioni ». Et ça date de 1914. C'est en tôle, n'est-ce pas, peinte en rouge. Là encore, il y a eu... l'original est perdu. On en a refait, d'après des dessins de Boccioni, en cuivre, parce que on aime bien les beaux matériaux, mais ce n'était pas du tout ce que voulait Boccioni. Au contraire, je veux dire, c'était des choses très simples, c'était de la tôle peinte, à l'image, si vous voulez, d'une carrosserie d'automobile ou quelque chose comme ça. Ligne force du point de Boccioni. Il y a, je ne sais plus, je crois qu'il y a une lettre de Marinetti où il décrit une séance où il y avait une manif comme ça, enfin, une manif, pas une manif, une échauffourée dans une soirée, dans une salle, n'est-ce pas, et où il écrit « Le point de Boccioni a fait merveille », n'est-ce pas ? Le point de Boccioni a fait merveille, et bien entendu, le Bal a fait cette œuvre qu'il a intitulée Ligne force du point de Boccioni. J'ai fait un sort particulier à La guerre, seule hygiène du monde. Parce que là encore, si vous voulez, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire, à analyser, etc. Et bon, je ne voudrais pas être trop allusif, mais je veux dire que on n'a jamais été, d'une certaine manière, depuis longtemps, un État qui faisait penser à quelque chose qui était une espèce de catastrophe économico, etc., imminente. Et que vous savez que quelquefois la guerre s'est amenée par une catastrophe économique. Donc j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais c'est peut-être en ce sens-là, si vous voulez, que Marinetti appelait la guerre, c'est-à-dire pour faire une espèce de table rase. Je ne dis pas que c'est joli comme idée, mais en tout cas c'est l'idée qu'avaient les futuristes, en tout cas qu'avait Marinetti, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est lui. Donc, en 1914, Marinetti s'est engagé, je crois que je l'ai écrit là, dans le papier que je vous ai donné, dans les quelques dates, il s'est engagé et il est allé en Libye comme reporter, enfin il s'est engagé, je veux dire comme journaliste, reporter, dans cette guerre que menait l'Italie pour se doter d'un empire, n'est-ce pas, où elle s'est fait d'ailleurs malmenée.
mais elle a remis ça avec Mussolini plus tard. Mais elle avait déjà essayé de se frayer un empire. Si j'ose dire, excusez-moi, je ne veux pas défendre là aussi le colonialisme, bien au contraire, je veux dire, j'en ai suffisamment bavé à cause de ça, mais je dirais, comme tout le monde, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, qui essayaient de se partager la planète, en tout cas, à cette époque-là, c'était l'Afrique, et l'Italie, elle voulait sa part du gâteau. Elle voulait la Tunisie, elle voulait la Libye, elle voulait ce coin-là. Et ça n'a pas été fini, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, dans son deal avec le Führer, Mussolini, il a bien réclamé la Tunisie, bien entendu. Ils sont un peu cassés la gueule là-bas, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, après ce passage près du combat, encore une fois, on a vu qu'il ne refusait pas, c'était pas simplement un va-t-en-guerre, si vous voulez, c'est un type qui allait quand même sur place. Encore une fois, je ne suis pas un turiféraire de Marinetti, il a écrit un livre qui a un titre tout à fait futuriste. Tout à l'heure, je ne pensais pas à ça, mais je l'ai dit comme ça en passant, j'ai dit qu'ils aimaient beaucoup les allitérations, ils aimaient beaucoup les onomatopées. Eh bien, ce livre s'appelle Zang Tum Tum. Et Zang Tum Tum, c'est le bruit que fait une balle lorsqu'elle passe près de la tête, des oreilles, et que boum boum, après, elle vient frapper peut-être un corps, peut-être autre chose, etc. Donc ce livre s'appelle Zang Tum Tum. Vous voyez que donc il est édité en 14 par les éditions Poesia. Poesia, c'est la revue que Marinetti a fondée, qui est l'organe officiel, si vous voulez, du futurisme, dont Edizioni Futuriste dit Poesia. Et vous voyez que c'est à Milan, ça a été en 14. Et vous voyez quelque chose ici qui s'appelle Parole in Libertà. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez, Marinetti, futuriste, évidemment. C'est intéressant parce que ces paroles en liberté sont quelque chose qui est un peu équivalent à ce que fait Apollinaire, si vous voulez, avec ses calligrammes. C'est-à-dire opérer une espèce de fusion entre la représentation imagée et les lettres. C'est-à-dire, il y a les lettres, par leur assemblage, construisent une image. J'ai dans la tête, par exemple, un des calligrammes de Guillaume Apollinaire qui s'appelle La rose et le bambou, je crois. Je ne suis pas sûr. Il y a le bambou, mais... Ah, mais je l'avais dans deux... Il y a la Tour Eiffel, bien sûr, il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est aussi un poème qu'il a fait destiné à Robert Delaunay. À Robert Delaunay, il a fait plusieurs poèmes comme ça. Le plus célèbre, c'est les fenêtres. Les fenêtres. Mais il y a aussi Bergère ou Tour Eiffel, ton troupeau de nuages, etc., etc., etc. Donc les fenêtres de Guillaume Apollinaire ont été écrites à l'intention de Robert Delaunay. Robert Delaunay est le peintre cubiste qui était le plus proche d'une certaine manière du futurisme et pour lequel Guillaume Apollinaire a créé un néologisme, et ce néologisme, c'est l'orphisme. Donc, pour lui, la quintessence, et d'une certaine manière, la synthèse était portée au plus haut point entre le futurisme et le cubisme par Robert Delaunay, pour lequel, justement, il a créé cette idée d'orphisme. Vous savez, Guillaume Apollinaire était très versé dans la critique littéraire, n'est-ce pas, et qu'il en tenait, il était très, très, très lié aux mouvements picturaux et artistiques de son époque. Une autre œuvre, alors vous voyez, cette œuvre-ci, Carrà, qui
qui s'appelle Manifestation interventionniste. Et là, vous voyez, là encore, les échanges, et pourtant c'est 14. Mais les futuristes ont voulu réclamer aussi pour eux l'invention des papiers collés. Donc ce que vous voyez ici, c'est un papier collé de Carrat. Vous voyez où est le dynamisme, hein, c'est une espèce de composition rayonnante avec la forme dynamique par excellence qui est la spirale, qui part d'un point et qui s'étend jusqu'à l'infini. Donc c'est une coupe futuriste. On va apprendre quelles sont les formes futuristes. La spirale est évidemment une forme futuriste. Vous allez en voir d'autres. Je vais essayer d'aller vite. Donc, c'est un collage, et c'est en 14. Je vous rappelle qu'en 14, l'Italie n'est pas entrée en guerre, n'est-ce pas, que l'Italie n'entrera en guerre qu'en 1915, et que les futuristes italiens sont très agités par l'entrée en guerre de la France en particulier. L'Italie, il ne faut pas vous y tromper, en 14, elle est entrée dans le camp des Alliés, elle n'était pas à côté de l'Allemagne, elle était contre. D'ailleurs, encore une fois, contre l'Autriche, ils y ont laissé des plumes. Donc, la manifestation interventionniste, vous voyez ici des drapeaux et viva, etc. Viva il re, évidemment, forcément. Il y a un roi en Italie, hein, donc on veut le mettre à la tête des troupes, et viva, et viva, et viva. Vous voyez, si vous regardiez dans le détail, vous verriez des drapeaux, en particulier, bien sûr, des drapeaux italiens, mais comme des échos du bleu, blanc, rouge français. Donc là, véritablement, il y a quelque chose qui est très belliciste, en somme, pour l'entrée en guerre de l'Italie, qui ne l'a pas encore fait. Et d'ailleurs, voilà pas là, je vais vite, hein, ça se comprend assez bien, toujours poussant dans l'idée d'une abstraction assez grande, s'appelle forme-cri, vous voyez, comment est-ce qu'on peut représenter une forme-cri, comment est-ce qu'on peut représenter un cri, eh bien, par un équivalent plastique. Cet équivalent plastique, c'est ce que vous voyez ici. Et ce tableau s'appelle Forme-cri Viva l'Italia. Voyez ? Et vous voyez que ça reconstitue un drapeau italien, bien sûr, bien sûr. Un autre tableau un peu plus, je dirais, engagé et presque, enfin pas prémonitoire au sens propre du terme, mais c'est un tableau de Boccioni qui s'appelle La charge des lanciers. Et vous voyez que en haut, il y a un papier collé. C'est un papier collé de journal. Et d'ailleurs, la composition entière est sur des morceaux de collage que vous retrouvez ici. Hein, et c'est la charge des lanciers. Et cette charge de lanciers, elle part de ce coin-là. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a écrit point d'appui allemand, Punti d'appoggio tedeschi, Presi dai francesi. C'est-à-dire qu'on célèbre, si vous voulez, une des rares, je ne dirais pas victoire, c'est pas ça, un des rares combats de mobiles. Parce que vous savez que la guerre de 14 a été une guerre où les gens se sont enterrés très vite et qui sortaient de leurs tranchées de temps en temps pour aller conquérir une position comme ça. Moi, j'ai eu du temps où j'étais militaire, mais enfin, je faisais mon service militaire, pour être clair. Eh bien, nous faisions comme ça, pendant les marches, des pèlerinages à tel ou tel endroit, où on nous racontait, nos officiers nous racontaient très, je dirais, avec un certain panache voulu, en tout cas, que dans ce plateau-là, Moronvilliers, les Français étaient allés, ils avaient emporté de haute lutte le combat contre les Allemands, il y a eu 20 000 morts, et puis, quelques jours après, les Allemands ont déclenché une contre-offensive, il y a eu à peu près le même nombre de morts équivalents, et ils ont repris leur position. Donc la guerre de 14 n'était pas cette guerre comme ça, dynamique. D'ailleurs, Boccioni ne l'a pas vu, puisque, encore une fois, en 1916, il est mort. Il est mort d'ailleurs d'une chute de cheval, il n'a pas été véritablement tué, mais enfin, il est mort à la guerre quand même. Hein. Voilà. Alors, pour couronner le tout, je vous ai amené cette nature morte
de Severini, pour détendre un peu l'atmosphère, puisque nous avons parlé de choses extrêmement, non seulement sérieuses, mais un peu tristounettes. Je vais vous montrer une nature morte de Severini qui date de 1915. Et vous remarquez que cette nature morte, elle ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu de Balla, c'est-à-dire, bon, d'une certaine manière, c'est très abstrait. Bon, on peut peut-être y reconnaître des choses, je ne sais pas si vous reconnaissez des choses, vous faites comme vous voulez, mais ce qu'on revoit en tout cas, c'est le drapeau vert, blanc, rouge qui vient ponctuer cette composition. Or, cette composition, elle s'appelle Nature morte pastèque. Elle date de 1915, pastèque. Pourquoi pastèque? Parce que la pastèque, comme il y a ceci futuriste, la pastèque est un fruit, est le fruit futuriste par excellence. Vous allez me dire pourquoi? Parce que la pastèque, quand vous la coupez, elle a le cœur rouge, il y a une partie blanche et l'extérieur est vert. Donc vert, blanc, rouge, c'est le drapeau italien. Ergo, la pastèque est le fruit futuriste par excellence. Et du coup, il devient dynamique. C'est intéressant ça, en dépit de cette chose qui peut paraître un peu plaisante. C'est-à-dire que je dirais que le dynamisme ne dépend pas de l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Il y a des objets qui sont en soi dynamiques et il y a des objets qui ne sont pas dynamiques. Une table comme celle-ci, elle est dynamique. Elle est dynamique parce qu'elle est ronde, parce que vous êtes en train de réfléchir tout autour et qu'il se passe quelque chose même si ça ne se voit pas, même si vous ne le savez pas. Voilà. Donc, ça pourrait être mon point de chute, ça vaudrait le coup, mon point final. Pourquoi pas? Mais très vite, je vais vous dire que le futurisme s'est quand même répandu au travers du monde. Ne serait-ce que parce qu'en 1912, il y a eu cette grande exposition à Paris chez Bernheim jeune, et qui a, encore une fois, été le point de départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez une œuvre de Malevich qui s'appelle Le Rémouleur. La petite fille au balcon, Le Rémouleur de Malevich, si j'ose dire, même combat. Je vais très vite. Robert Delaunay, Paris, Musée national d'art moderne, donc c'est pas loin, vous pouvez le voir, c'est le manège au cochon. Et donc, vous voyez que le manège qui tourne, c'est un petit peu la rhétorique futuriste. Ça tourne, et je dirais, ça tourne, c'est l'exclamation de Robert Delaunay, une fois qu'il a fait son premier disque abstrait, il a vu ça, et il se serait écrié, ça tourne. Bon. Comme Galilée d'une certaine manière, et pour Simon. Mais là, vous avez un manège, alors vous avez les gens qui, voyez, vous avez les jambes de la dame, vous voyez tout de suite, mais ce manège, il est lié, dans le fond, il est le centre de tout ce qui va bouger dans l'univers, et on trouve des choses qui ressemblent absolument aux compositions futuristes de Balla, intersidérales en quelque sorte, et qui vont être extrêmement nombreuses chez... Là, j'ai dû en passer une, c'est pas possible, ça. Voilà, le monsieur. Là, il y en a une qui a sauté, et je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous montrer une œuvre de... Mais vous la connaissez, bien sûr. C'est de ce personnage qui s'appelle Marcel Duchamp, et qui, lui, était, bien entendu, il était cubiste, Marcel Duchamp, jusqu'au moment où il a pris, si vous voulez, ses distances avec tout le monde, et même avec la peinture, bien entendu, avec ses ready-made, et il a peint une peinture pour laquelle il s'est attiré des ennuis au Salon des Indépendants, qui a été refusé, et qui s'appelait « Nu descendant en escalier ». Et la même chose quand il a essayé de la montrer aux États-Unis, qu'il a essayé de montrer sa fontaine aux États-Unis, les gens n'ont pas voulu. Et ce qui est le plus beau, si vous voulez, c'est qu'au Salon des Indépendants, les indépendants étaient des jeunes Turcs de la peinture. Ils n'ont pas voulu accepter le nu descendant l'escalier. Marcel Duchamp, je veux dire, à la limite, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je regrette beaucoup de ne pas vous la montrer, mais je vous en montre une autre quand même,
C'était pas prévu. Ce que je voulais vous montrer, si vous voulez, c'est que le nu des descendants de l'escalier, c'est ou alors c'est un concours de circonstances absolument invraisemblable, ou alors c'est démarqué de quelqu'un que Marcel Duchamp, qui fréquentait les États-Unis, connaissait sans aucun doute, puisque de toute façon il était publié en France, c'est justement Edward Muybridge. Et Muybridge était le parallèle de chronophotographie, et donc il a fait cette étude de nu descendant un escalier en chronophotographie. Vous voyez, avec des séquences d'ailleurs, comme cela. Le procédé était différent de celui de Marais. Mais voilà, alors je regrette, nu descendant l'escalier, vous les retrouverez dans n'importe quelle bonne publication. Non, puis quoi encore? Non, c'est mon petit-fils qui m'appelle. Ah, oui, oui, quelle chance pour lui, il est à Rome, vous pensez? Alors, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que Marcel Duchamp, ici présent, devant un de ses premiers ready-made, qui n'a pas de nom, enfin, on l'appelle La route bicyclette, il a voulu d'une part, avec son nu descendant l'escalier, déjà, c'était une balle dans le camp des futuristes. Il a voulu faire quelque chose d'équivalent avec sa route bicyclette. C'est-à-dire que quand il entrait il avait installé ça dans son atelier, et quand il entrait dans son atelier, il faisait tourner la route bicyclette, et il prétendait que naturellement ça fonctionnait beaucoup mieux qu'un tableau futuriste. Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est-à-dire que le futurisme, il a été très vite renvoyé dans ses corps, si vous voulez, par un certain nombre d'expériences. Et naturellement, le grand profanateur, ça a été Marcel Duchamp. Alors, ce que je voulais vous montrer, et c'est là que je finirai, ou presque, c'est l'œuvre de Boccioni qui s'appelle « Formes uniques de continuité dans l'espace ». Je vous rappelle, encore une fois, c'est toujours traduit de travers. Le titre italien, c'est « Formes uniques » au pluriel, d'ailleurs vous l'avez sans doute, hein, de continuité dans l'espace, et non pas dans la continuité de l'espace. Et je regrette de ne pas avoir du temps, parce que là, ça vaudrait presque le coup d'évoquer cette manière, vous voyez, que la sculpture en plâtre, parce que l'original est en plâtre, encore une fois, et il a disparu, comme toutes les sculptures en plâtre. Non, celui-là, il n'a pas disparu. Il est à São Paulo, au Brésil, au musée d'art moderne de São Paulo, Sao Paulo, comme on dit en France, de manière extrêmement jolie. Voilà. Et ça, c'est une des répliques en bronze qui a été faite et que Boccioni aurait sans doute désavoué. Ce qui est intéressant là, c'est que tous les attirails que le personnage marchand emportait avec lui, eh bien, ont disparu. C'est devenu une sculpture synthétique qui représente, si vous voulez, le titre est très très intéressant à imaginer, à observer et à analyser, si vous voulez. Parce que moi, quand je vois ça, à quoi est-ce que je pense? Eh bien, je pense à un problème mathématique qui s'appelle l'intégration. C'est-à-dire que quand on a une série et quand on approche d'un point, si vous voulez, d'accumulation de cette série, eh bien, on a quelque chose qui, d'une certaine manière, ressemble à ça. Oh non, non, mais je me rappellerai. Ça m'empêchera de gaspiller cela. Voilà. J'en ai moins sur le TK. Je suis riche, je peux. Voilà. Donc, ça, c'est une œuvre tout à fait intéressante. Voilà. L'œuvre dont j'aurais voulu vous parler, il faudrait une séance pour en parler, c'est Materia. C'est une œuvre de Boccioni. Naturellement, c'est sa maman à la fenêtre, avec toutes les compénétrations que vous pouvez imaginer, et d'autres qu'il faudrait que je vous explique pour que vous imaginiez mieux.
Et enfin, je terminerai sur 3 photographies. La première photographie qui est de Boccioni et qui s'appelle, c'est de la chronophotographie d'une certaine manière, qui s'appelle Io Noi, Io Noi, c'est-à-dire moi, nous, donc c'est la démultiplication de Boccioni. Une autre œuvre qui montre à quel point Duchamp était attentif à ses amis futuristes, c'est-à-dire que vous avez Marcel Duchamp qui a repris exactement le Io Noi de Boccioni, et quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, un film, un photogramme d'un film d'Orson Welles que vous reconnaissez ici, et qui a repris lui aussi cette idée de la chronophotographie. Simplement, c'est pas de la chronophotographie, évidemment, c'est un reflet démultiplié dans une glace, mais si j'ose dire, ça revient au même. Voilà, ça c'était la surprise du chef. Bonne soirée. Si vous avez des questions, moi je veux bien. Vous avez des questions En plus, on se verra plus d'ici peu de temps, il y a encore une seule séance. Quelle tristesse. Combien de personnes? Comment ça Le nombre de... Parlez dans le micro. Le nombre de faces de Oh, ça fait beaucoup de monde quand même, parce qu'il y a des futuristes, là, il y a l'espèce de quintette centrale, si vous voulez, mais ils ont eu d'autres disciples. Il y a même, je crois, un livre sur Cyrone, je crois, sur qui, là, ici, à la bibliothèque. De toute façon, encore une fois, en plus, si vous voulez, il y a eu des futuristes partout. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu dans toute l'Europe. Même Kupka, si vous voulez, le peintre Kupka, qui est extrêmement célèbre, eh bien,